Bonjour, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2 du CCNA 2, version 6. On fait la première partie et ça traite du routage statique. Le plan de la présentation, on va commencer par voir comment se fait l'implémentation du routage statique. On va expliquer les avantages et les inconvénients du routage statique. On va voir l'utilité des différents types de routes statiques. Ensuite, on va voir comment configurer des routes statiques par défaut. On va configurer des routes statiques IPv4 en spécifiant par exemple l'adresse de tronçon suivant. On va voir comment le faire pour l'IPv4 par défaut. Et dans cette vidéo, on ne va pas terminer la section 2.2. Donc la section 2.2 était très longue et segmentée en deux. On va la continuer dans le second vidéo de ce chapitre. L'implémentation du routage statique. Un routeur peut apprendre des réseaux distants de deux manières différentes. La première manière, c'est manuellement, donc avec des routes statiques qu'on va entrer manuellement dans la table de routage. On a un exemple dans la figure où le routeur 2 se fait programmer manuellement les routes statiques pour atteindre les deux sous-réseaux du routeur 1. Et le routeur 1, lui, il va prendre une route statique par défaut pour rejoindre le routeur 2. Donc, au fond, quand il ne reconnaît pas les routes, par exemple, si ce n'est pas ces trois réseaux-ci, donc ceux qui sont directement connectés, automatiquement, lui, il va les envoyer vers R2. Il n'y a pas besoin de connaître spécifiquement les adresses IP de destination. Dès qu'il ne les reconnaît pas, il va les envoyer vers R2. Tandis que pour R2, on aurait, par exemple, configuré manuellement les routes pour atteindre 192.168.10.0 et le 11.0 ici. L'autre manière, c'est dynamiquement à l'aide des protocoles de routage dynamique. Par exemple, dans l'image maintenant, R1 qui utilise le protocole EIGRP va communiquer avec les routeurs voisins qui utilisent aussi EIGRP. Il va les informer de tous les réseaux qui lui sont directement connectés. Même chose pour R2. Bon, R2 aussi, s'il utilise le protocole EIGRP, va faire la même chose. Donc, va informer qu'il y a, par exemple, ces trois sous-réseaux-là. En plus, il informe aussi qu'il est la passerelle par défaut pour aller à Internet. De la manière dynamique, les choses se font de façon transparente et automatique. Le routage statique offre plusieurs avantages par rapport au routage dynamique. Première chose, au niveau de la sécurité. Le fait que les routes ne sont pas annoncées, c'est une bonne chose. Donc, dans le cas des protocoles dynamiques, ils doivent communiquer systématiquement sur leur interface les changements. Donc, ils propagent au fond les informations sur leur routage, qui est en sorte une faille à la sécurité. Dans certains cas, on préférerait ne pas annoncer. Dans certains réseaux moins bien sécurisés, on pourrait préférer ne pas annoncer la structure de cette façon-là. Au niveau des performances, euh, les routes statiques vont utiliser moins de bandes passantes parce que naturellement, ils ne transmettent pas tout plein d'informations au niveau de leur routage, donc ils n'ont pas cette diffusion-là à faire. Mais en plus, lors du traitement, ils n'ont pas de calcul qui s'en va vers le processeur. Donc le processeur est complètement déchargé de la partie du calcul de routage. Et aussi, de son côté, il n'y a pas besoin non plus de se charger de cette diffusion-là. Dernier avantage, le chemin d'une route statique y est connu, donc il est prévisible. Par exemple, les routes statiques ont aussi des inconvénients. Première chose, le fait que les configurations initiales et la maintenance vont nous prendre du temps. Il y a des risques d'erreur qui vont augmenter. Plus le réseau est gros, plus le risque d'erreur va être grand. L'évolutivité est limitée aussi, hein, donc plus on va ajouter à la topologie, plus ça va compliquer. Donc, encore une fois, ça limite l'évolutivité. Sur le tableau, on résume les idées un peu entre les deux. Donc, on a le routage dynamique, le routage statique. Si on regarde la complexité de la configuration, on dit, bon, pour le routage dynamique, généralement indépendant de la taille du réseau. Donc, peu importe, là, si on a activé le routage dynamique, même si on ajoute d'autres éléments, le routage va se mettre à jour. Donc, les routeurs vont analyser la nouvelle situation puis diffuser les changements automatiquement. Tandis qu'au niveau du routage statique, la complexité de la configuration va augmenter avec la taille du réseau naturellement. Au niveau des modifications de topologie,
Routage dynamique s'adapte automatiquement aux modifications de topologie. Donc, encore une fois, les protocoles de routage dynamique vont se charger de mettre à jour les tables de routage et diffuser l'information. Ici, ben, si on a un routage statique, il va falloir l'intervention de l'administrateur. Au niveau de l'évolutivité, bon, ben, pour le routage dynamique, on dit que c'est idéal autant pour les topologies qui sont simples que celles qui sont complexes. Au niveau du routage statique, on dit que c'est correct si les topologies sont simples. Donc, au niveau de la sécurité, ben, c'est un des points sur lesquels le routage statique gagne. Donc, le routage dynamique, le fait que les informations sont diffusées, c'est moins sécuritaire. Le routage statique, on considère que c'est plus sécuritaire. Utilisation des ressources, autre point sur lequel le statique va gagner. Donc, le routage dynamique, ben, il a besoin du microcontrôleur, de la mémoire, puis il utilise aussi de la bande passante. Alors que le routage statique, ben, il n'y a aucune ressource supplémentaire qui est requise. Au niveau de la prévisibilité, ben, la route va dépendre de la topologie en cours. Ici, c'est plus difficile de prévoir ce qui va se passer, tandis qu'avec le routage statique, ben, c'est très prévisible. Bon, le routage statique a trois fonctions principales. La première, c'est de faciliter la maintenance d'étapes de routage dans les réseaux de petite taille. C'est valide surtout pour les réseaux qui ne vont pas trop évoluer. Il assure aussi le routage entre des réseaux d'extrémité. Un réseau d'extrémité, c'est un réseau qui est accessible par une seule route. Il y a un seul routeur voisin. Dans la figure, on a actuellement un bel exemple de réseau d'extrémité. On a R1 qui est le routeur d'extrémité, donc le dernier saut avant le LAN final. Et il est relié par un seul lien en plus vers un plus grand réseau. Donc lui, il y a vraiment juste une façon d'être rejoint par R2. La dernière fonction est très intéressante, en fait, probablement une des plus utilisées, c'est la route par défaut qui va nous donner un chemin dans le cas où on ne connaît pas le chemin précis vers la destination. Donc, on transfère ça vers un autre routeur. Ici, c'est assez évident que R1 aurait tout intérêt à désigner R2 comme son chemin par défaut, car c'est le seul chemin pour aller vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas à connaître l'ensemble des autres destinations précises. Il y a juste à tout transférer ça vers R2, puis à espérer que R2, lui, ait une solution pour la destination. Les routes statiques sont le plus souvent utilisées pour se connecter à un réseau spécifique ou pour fournir une passerelle de dernier recours. Mais aussi, on va les utiliser pour réduire le nombre de routes annoncées quand on peut récapituler plusieurs réseaux qui sont contigus sous la forme d'une seule route statique. On peut finalement créer une route de secours, donc en cas d'une panne de route principale. Par exemple, on va avoir une route qui est obtenue par un protocole dynamique, puis on va lui donner une route alternative de façon manuelle. IPv4 et IPv6 prennent tous les deux en charge la configuration des routes statiques. Les routes statiques standards sont utiles pour la connexion d'un réseau distant spécifique. On a un bel exemple où R2, pour rejoindre le réseau 172.16.3.0/24, mais son seul chemin, au fond, c'est par R1. Naturellement, si R1 n'a pas de routage dynamique, on pourrait rentrer de façon statique la route pour se rendre au réseau. On dit qu'une route statique, par défaut, c'est une route qui correspond à tous les paquets. Donc, une route par défaut, c'est la route vers laquelle vont être envoyés tous les paquets pour lesquels on ne va pas trouver de correspondance dans la table de routage. Une route par défaut peut être apprise de façon dynamique ou être entrée de façon statique. Une route statique par défaut, c'est simplement une route statique avec 0, 0, 0, /0 comme adresse de destination. Bon, R1, c'est un bel exemple encore. S'il ne connaît pas l'adresse de destination, il envoie ça vers R2. R2, c'est une excellente route par défaut. Une autre utilité des routes statiques, c'est pour réduire les entrées dans une table de routage. On a un bel exemple ici avec R1 qui a présentement 4 routes statiques pour les réseaux 172.20.00/16, même chose 172.21.00, 22.00, 23.00. Et remarquez une chose, on a 172.20, 172.21, 172.22, 172.23. Donc, c'est 4 réseaux qui sont contigus en mémoire, là. Ils se suivent dans l'attribution.
on pourrait prendre ces 4 réseaux-là, les résumer en une seule route, c'est ce qui est proposé ici, avec le 172.20.0.0.14. Donc c'est drôle parce que c'est comme un peu l'exercice inverse des VLSM, de penser à regrouper vers une adresse qui en regroupe plus. Donc pour être récapitulé en une seule route, il faut absolument que les réseaux de destination soient contigus, comme dans le cas qu'on vient de voir, donc qui se suivent, et qui peuvent être récapitulés dans une adresse IP unique, comme dans l'exemple. Naturellement, on ne pourrait pas résumer en une seule adresse. Si par exemple ici j'avais 192.68.00, 10.10.00, 172.20.00 comme c'est là, puis ici, whoop, on ferait un saut, puis on s'en irait à 172.22.00. Donc ça, on ne pourrait pas résumer ça. On est capable de résumer parce que les 4 réseaux ont la même destination pour R1, c'est-à-dire qu'ils doivent tous passer par le routeur qui est ici. Et ça, c'est le dernier critère. Donc les routes doivent utiliser la même interface de sortie ou la même adresse de tronçon suivant. Dans le cas justement de R1, ça sort tout par la même interface ou, si on veut, on pourrait dire l'adresse IP de ce tronçon suivant-là. Donc, les routes statiques flottantes, ça offre un chemin alternatif si jamais la route principale est défaillante pour une raison quelconque. Donc, on peut entrer une route statique. Bon, il suffit de donner une distance administrative supérieure à la route principale. Comme on avait vu, par exemple, les routes statiques, par défaut, leur distance administrative, c'est 1. Mais on peut, à la fin de la commande, rentrer une valeur numérique qui correspond à la distance administrative. Par exemple, pour offrir une alternative à la route EIGRP, on forcerait la distance administrative à, par exemple, 95, qui est supérieure au 90 du EIGRP. Ça nous donnerait IP route 209, 165, 200, 224 avec le masque 255, 255, 255, 248. Donc, ça, c'est les deux éléments qu'il faut fournir à la base. Ensuite, on doit fournir habituellement l'interface ou l'adresse IP du prochain saut, donc du tronçon suivant. Dans ce cas-ci, nous, on voudrait par exemple utiliser l'interface qui est de ce côté-ci du routeur, donc le S001, pour rejoindre cette destination-là, mais par le chemin alternatif qui est ici, tandis que le chemin automatique a été détecté de ce côté-ci. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, on rentre IP route, l'adresse du réseau, le masque, l'interface qu'on veut utiliser et finalement la distance administrative qu'on veut forcer à cette route-là. Donc, cette route va être vue comme étant une route de distance administrative 95, ce qui veut dire que quand le routeur va recevoir des paquets pour 209, 165, 200, 224, si le chemin qui a été découvert par EIGRP est fonctionnel, ben, c'est la route qui va être prise. Mais si cette route-là tombe, ben, il va prendre la route alternative qu'on avait forcée manuellement. La configuration des routes statiques est par défaut. Justement, revenons à la commande. Pour rentrer une route statique par défaut, la commande de base, c'est IP route. Le premier élément qu'il va falloir fournir, c'est l'adresse de réseau. Donc, c'est l'adresse de destination du réseau distant qu'on veut ajouter à la table de routage. Le subnet mask, ben, c'est son masque de sous-réseau. Donc, le masque de sous-réseau du réseau distant ajouté à la table de routage. Le masque de sous-réseau peut être modifié pour résumer un groupe de réseaux. Ça, c'est ce qu'on a fait là, tantôt quand on a dit un /14 au lieu d'un /16/16/16/16. On était capable de fournir une seule route pour 4 chemins. Finalement, on a le choix. Donc, on a le choix entre fournir l'adresse IP vers, par exemple, le tronçon suivant, ou on peut fournir l'interface de sortie qu'on doit utiliser. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit, bon, IP address, c'est généralement appelé adresse IP du routeur du tronçon suivant, généralement utilisé lorsque la connexion a un support de diffusion, par exemple Ethernet, crée généralement une recherche récursive. On va en reparler de ça. Ensuite, l'autre façon de faire, c'est de fournir, par exemple, l'interface de sortie. Donc, on va utiliser l'interface de sortie pour transférer les paquets vers le réseau de destination. C'est également appelé route statique connectée directement. C'est les routes qui sont généralement utilisées pour la connexion dans une configuration point à point. Par exemple, quand on a un lien Siri entre deux routeurs, c'est plus efficace, on va voir pourquoi tantôt, de fournir l'interface.
On va fournir l'adresse IP dans les cas où on a d'autres configurations que du point à point. On voit, il y a des petites alternatives. Puis finalement, qui est facultatif, c'est la distance. Donc, si on ne la fournit pas, la distance, par défaut, ça va mettre la distance administrative de 1, mais on peut aussi la spécifier pour, comme on disait, donner des routes alternatives. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est facultatif. Configure une distance administrative, généralement utilisée pour configurer une route statique flottante. Si on prend l'exemple qui est ici, on a R1. Au démarrage, R1, si on lui demande, ben, montre-moi les routes que tu détectes, ben, il nous dit premièrement qu'il détecte le 172 16 20, 172 16 20, qui est son lien série ici. Et il détecte aussi le 172 16 30, qui est ici sur son gigabit 00. Mais c'est tout, il ne voit rien d'autre. Si on essaie par exemple de faire un ping vers 172 16 22, qui est R2 ici, mais ça, il n'y a pas de problème parce qu'il connaît le 172 16 20. Puis on voit d'ailleurs que ça fonctionne, il est capable de pigner le R2. Mais s'il essaie de faire un ping vers 192 168 2.1, et le routeur 3, l'interface gigabit 00 du routeur 3 ici, il n'y a aucun de ces pings qui fonctionne. C'est normal parce qu'en fait, lui, il abandonne les paquets, là, il n'est pas capable du tout en fait, de les trouver. Le tronçon suivant, on peut l'identifier par l'adresse IP, par l'interface de sortie, ou on peut aussi spécifier les deux. Puis on va voir, il y a certains avantages à spécifier les deux dans certaines situations. Donc, la manière dont la destination va être spécifiée va créer trois types de routes différents. On appelle le premier type la route de saut suivant. Donc là, c'est quand on va spécifier seulement l'adresse IP du tronçon dans la configuration qu'on va faire. Donc, on va rentrer IP, route, le réseau de destination, le masque et l'adresse IP du tronçon suivant. La deuxième façon, c'est la route statique connectée directement. Donc, ça simplifie beaucoup le traitement parce que naturellement, on fournit directement l'interface à utiliser. Il n'y a pas à chercher dans sa table de routage pour savoir par quelle interface sortir pour rejoindre l'IP en question. Donc, dans ce cas-ci, on spécifie seulement l'interface. Donc, IP, route, l'adresse, le masque et finalement l'interface qu'on doit utiliser. Donc, dans le cas de la route statique entièrement spécifiée, on va spécifier non seulement l'adresse IP du tronçon suivant, mais aussi l'interface à utiliser pour rejoindre cette adresse IP-là. On va voir pourquoi, dans certains cas, il faut utiliser des routes statiques entièrement spécifiées. Dans la route statique de tronçon suivant, seule l'adresse IP de tronçon suivant est spécifiée. Dans la figure, on a présentement le réseau R1 qui se fait configurer trois routes. Donc, on a un réseau R1 ici. On se fait spécifier la route IP route 172.16.1.0. Donc, le 172.16.1.0, c'est le réseau qui est ici de ce côté-ci. Ensuite, on se fait spécifier le 192.168.1.0 qui est ici. Et le 192.168.2.0 qui est ici. Donc, dans les trois cas, c'est des /24, donc 255, 255, 255, 0 dans les trois cas. Et on a une configuration de route statique de tronçon suivant. Donc, on spécifie uniquement l'adresse IP du tronçon suivant qui correspond à l'adresse IP de R2 sur notre lien partagé, 172.16.2.2 pour le 2 qui est ici. Maintenant, si on fait afficher avec Show IP Route, on fait un filtre ici pour commencer aux informations sur la gateway. On commence à avoir des informations. Bon, par exemple, on peut voir ici que le réseau 172.16.2.0/24 est directement connecté au Serial 000 et qu'on a une route statique qui est vers 172.16.1.0/24 via l'adresse 172.16.2.2. Et c'est là qu'on a parfois un problème de performance. Donc, ici, il va voir par exemple le chemin statique pour rejoindre le 172.16.1.0, donc qui est le réseau vers PC2. Il va dire ah, OK, mon chemin, c'est 172.16.2.2. OK, ouais, mais c'est quoi mon chemin vers 172.16.2.2? Là, maintenant, il doit chercher son chemin vers celui-là, donc il va devoir reparcourir une seconde fois la table de routage pour essayer d'extraire l'information. Et là, il va trouver 172, 16, 2,
0, donc le réseau, passe par l'interface série 000. Ici, ça fait que quand on a une recherche pour atteindre la destination 172.16.1.0, on se ramasse avec deux recherches à l'intérieur de la table de routage. Bon, ça fait la même chose là, pour les autres situations, là, autant que ce soit le 192.168.1.0 ou le 2.0. Donc, les deux autres réseaux qui sont ici, c'est tout le temps la même chose. Il se fait dire, ben, tu passes par telle adresse, mais là, lui, c'est beau qu'il sache l'adresse. Maintenant, il doit trouver l'interface vers laquelle sortir. Il va devoir reparcourir une seconde fois avant naturellement ensuite de faire la recherche de MAC address. Bon, une autre possibilité, ben, c'est de spécifier l'interface de sortie à utiliser plutôt que l'adresse IP du tronçon suivant. Cette approche va réduire le nombre de recherches dans la table de routage. En fait, si Cisco Express Forwarding est activé, il y a une seule recherche qui va être requise, même si la route est spécifiée avec l'IP du tronçon suivant. Donc, si vous vous rappelez, là, le Cisco Express Forwarding, donc, il précalculait l'ensemble des destinations. Ça faisait en sorte qu'au fond, dès qu'il va voir la destination vers le 172.16.2.2, mais il sait déjà qu'il doit utiliser l'interface S000 parce qu'il a déjà calculé avec le service de Cisco Express Forwarding. Ben, ça, c'est des aspects qu'on va retraiter un petit peu plus loin dans le cours. Si on regarde maintenant, ben, la façon de spécifier, c'est IP route. Encore une fois, les destinations avec les masques. Et on fait juste donner l'interface en bout de commande. Si on fait sortir le show IP route, ben, cette fois-ci, il va nous dire que, par exemple, la route statique 172.16.1.0/24 est directement connectée sur Serial 000. Donc, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça la route statique connectée directement. Même si dans les faits, elle doit passer à travers un étage. Même chose pour le listing des deux autres routes à l'intérieur de la table de routage. Donc, ça nous dit encore qu'elle est directement connectée via le Serial 000. Dans une route statique entièrement spécifiée, ben, on va spécifier l'interface de sortie et l'adresse IP du tronçon suivant. Dans l'exemple actuel, si on spécifiait uniquement l'interface de sortie pour R1, on aurait un problème parce que le lien qui est identifié ici, ce n'est pas un point à point. Donc, ça n'informe pas nécessairement R1 sur la destination vers laquelle il doit envoyer les paquets. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va les diffuser à travers tout le réseau? Donc, dès que ce n'est pas un point à point, naturellement, on doit spécifier l'adresse IP. Une façon d'être performant, si on n'a pas les services CEF, par exemple, qui sont activés, ça va être de spécifier l'adresse IP et l'interface de sortie. Donc, c'est là qu'on va utiliser la route statique entièrement spécifiée. Si on regarde maintenant la table de routage, on voit que la route statique 172.16.1.0 passe par le saut 172.16.2.2, donc notre routeur R2, sur l'interface Gigabit Ethernet 0.1. De cette manière, bien, premièrement, le résultat est prévisible. Là, on sait vers où on doit les envoyer. On sait aussi quelle interface on doit utiliser. Donc, même si on n'a pas Cisco Express Forwarding d'activer, ça va quand même directement faire une seule recherche. Ici, on a l'ensemble des résultats. On peut voir les deux autres routes, même chose, spécifier les adresses IP pour le prochain saut, et encore notre R2 naturellement, et le Gigabit Ethernet, donc l'interface à utiliser. Les commandes qui sont utiles pour vérifier les routes statiques sont show IP route, c'est sûr. Show IP route statique, donc comme dans l'exemple qu'on a en ce moment. Donc, ce qui est avantageux, là, donc, si on utilise statique, au bout de la commande show IP route, il nous affiche seulement les routes statiques. Ça allège beaucoup l'affichage. Ici, on a notre exemple. Show IP route statique. Et tout ce qu'il nous fait comme affichage, bon, on débute à gateway. Ici, il nous dit qu'on n'a pas de gateway par défaut, là. On n'a pas de chemin de dernier recours. Et on a l'affichage ici des trois routes statiques qui est fourni. Dans ce cas-ci, on avait des routes qui avaient été spécifiées par l'adresse du tronçon suivant. Une autre façon d'utiliser Show IP Route, ben cette fois-ci, c'est de spécifier le réseau qui nous intéresse. Donc, Show IP Route pour 192.168.2.1. Là, c'est le fun parce qu'on a des informations. Il nous dit de façon plus textuelle l'information. Il nous dit, OK, ben, pour l'information sur 192.168.2.0, j'ai une route statique de distance 1, métrique 0, qui passe par le 172.16.2.2. Finalement, une autre façon de vérifier dans certains cas la configuration statique, ben, c'est de faire afficher la configuration actuelle. Donc, si on utilise show run config, on peut aussi dire, ben, avec le OOL, on se souvient, c'est pour spécifier, on dit fais-moi afficher juste la section qui concerne
les routes IP. Donc, naturellement, toutes les configurations manuelles, route IP, c'est toutes les entrées de route statique qui vont nous être affichées. Ici, on voit les 3 configurations qui avaient été faites, IP route avec les destinations et les adresses de tronçons suivants. La route statique par défaut, sûrement une des routes statiques que vous allez le plus utiliser. La nomenclature pour l'adresse IP, c'est par exemple, on a IP route, l'adresse du réseau qu'on vise, c'est 0000, le masque, c'est 0000 aussi. Ensuite, c'est comme pour les autres, donc on peut soit fournir l'adresse IP du tronçon suivant ou l'interface à utiliser. C'est souvent plus pratique d'utiliser une route par défaut que des routes statiques pour chacune des destinations. Ici, on a un bel exemple. On a R1, et depuis tantôt, là, on configurait des routes statiques pour 172.16.1.0, 192.168.1.0 puis 192.168.2.0. Donc, 3 entrées de routes statiques, alors qu'on peut simplement dire à R1, écoute, tu ne trouves pas l'adresse de destination, envoie tout vers R2. C'est ce qu'on fait ici, IP route 00 vers 172.16.2.2, donc R2. Pour vérifier la route statique par défaut, on peut utiliser la commande show IP route static qu'on a vu tantôt. On peut voir un exemple dans la figure, donc show IP route static, qui va nous faire afficher les routes statiques uniquement. Donc, on a quand même l'information sur les codes de départ. Bon, la première information d'intérêt qu'on voit, c'est que la gateway par défaut, le dernier recours, c'est le 172.16.2.2 sur la route 0000, qui correspond à notre R2 là, pour le R1. En supplément, on a aussi l'affichage, donc S étoile, qui nous dit pour la route 0000 masque 0, on va envoyer ça via 172.16.2.2, donc qui correspond à toutes les situations, au fond, où on n'aurait pas de résultat. Donc, ceux qui n'avaient pas remarqué depuis le début, le masque 0, ça sert à annuler l'adresse. Donc, par exemple, si je fais un et logique, quand on a un masque, on prend l'adresse, on fait un et logique, on obtient l'adresse du réseau. Si, par exemple, je prends une des destinations ici, là, 172.16.1.0, puis je mets toutes des zéros en dessous, puis je fais un et logique, ça va tout me donner des zéros, qui correspond à la route, la route qu'on cherche. Donc, la destination, toutes les destinations vont devenir 0, 0, 0, 0. Bon, la particularité, la route statique, d'être défavorisée par rapport à n'importe quelle autre route. Donc, si on trouve une première correspondance, elle va être prise. Mais, naturellement, en dernier recours, elle va être utilisée. C'est dès qu'on ne trouve pas une solution, donc toutes les situations qui ne sont pas connues deviennent la destination vers notre passerelle par défaut. Et elle, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec. On ne sait pas nécessairement si R2 sait comment se rendre, par exemple, jusqu'à 192, 168, 2.0. Et si R2 ne sait pas comment se rendre, notre paquet meurt là. Il va nous retourner une erreur ICMP qui va être retournée, par exemple, vers PC1 ou R1 si c'est R1 qui essaie de pigner, par exemple, quelque chose qui était sur le 192, 168, 2.0. C'est ce qui conclut la partie 1 de notre chapitre 2. On a vu l'implémentation du routage statique, on a vu les avantages, les inconvénients. On a abordé c'est quoi l'utilité des différents types de routes statiques. Ensuite, on a vu comment faire la configuration des routes statiques IPv4 en spécifiant l'adresse de tronçon suivant. On a vu aussi d'autres manières. Donc, on a vu aussi comment configurer les routes IPv4 par défaut. C'est ce qui conclut la partie 1. Maintenant, on va continuer dans un prochain vidéo. On va redémarrer à partir du segment 2.2, mais cette fois-ci, on va faire les configurations statiques pour IPv6.